Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing chaque semaine sur B1 Télévision. Nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. La candidature unique de l'opposition est-elle encore possible? Pourquoi les autres candidats présidents restent-ils alliés de l'UDPS? Est-ce une manière pour eux de ne pas se faire détester de Kinshasa? Félix Tshisekedi était très clair à Sainte-Thérèse. Je le cite, l'UDPS ne s'est pas battu plus de 30 ans pour laisser la place. L'afflux, la ruée des autres ressortissants des provinces vers le Lualaba en quête de cobalt, est-ce que ça inquiète les autorités du Lualaba? L'opposition est-elle libre de ses mots ou est-elle muselée au Lualaba parce qu'on ne la voit pas beaucoup, on ne l'entend pas beaucoup au Lualaba? Le rassemblement ou Ensemble pour le changement a-t-il pignon sur rue dans ce coin du pays? Je suis avec Patrick Nawezi, il est du Lualaba, analyste politique proche de la majorité présidentielle. Il enseigne à l'université de Colosie, il y enseigne les sciences politiques et administratives. Il ne sera pas seul, Jean-Paul Kazamba sera avec nous, il est du MSR Pierre Lumbi. Il est d'Ensemble pour le changement. Il va nous rejoindre dans un moment. Il était pris dans les embouteillages de la route Matadi en montant sur Kokolo, où se trouve Biwan. Patrick Nawezi, bonsoir. Bonsoir, madame. Selon vous, pourquoi les autres candidats présidents de l'opposition restent-ils alliés de l'UDPS? Une manière de ne pas se faire détester des Quinois? Bon, en fait, le problème de la candidature, je pense que il ne faut pas que l'opinion puisse perdre de vue parce qu'il n'y a pas encore de dépôt de candidature. C'est-à-dire là, il y a les annonces, ce sont les gens qui s'annoncent ou qui annoncent leur candidature, ou il y a des regroupements qui annoncent des candidatures de gens. Mais je me dis que actuellement, parce que la politique, tout en étant dynamique, elle n'est pas statique. Actuellement, il y a des gens qui croient à la candidature de Félix Tshisekedi en tant que futur candidat aux élections présidentielles. Mais il faut rester un peu vigilant ou il faut attendre le moment venu. Vigilant pourquoi? Parce que les gens qui ont envie d'être candidats président, ils ont le droit de le dire avant le dépôt officiel. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Ils ont le droit de le dire. Peut-être dans l'opposition, en fait, moi, je ne suis pas proche de l'opposition. Peut-être en attendant que mon co-débatteur arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare dans l'opposition congolaise. Le fait est que, c'était ça ma question, tous ceux qui ont envie d'être président de la République, ceux qui sont candidats, se disent alliés de l'UDPS. Oui. Quasiment tous. Oui, actuellement, c'est ce qui se dit. C'est une stratégie? Peut-être question de ne pas dévoiler leur stratégie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez vous annoncer ou quand vous allez annoncer à la population congolaise ou à la population ou au monde entier que vous êtes candidat, c'est-à-dire que c'est une des stratégies, mais je ne pense pas que l'opposition, tout en connaissant la désorganisation de l'opposition, je ne pense pas que l'opposition aura un candidat. Ça, on a vécu en 2006, on a vécu en 2011, je ne pense pas que l'opposition aura un candidat, parce que dans l'opposition, il y a un désordre total. En clair, selon vous, il ne faut pas s'attendre à une candidature unique? Non, à l'opposition, on n'aura pas une candidature unique. Je pense que la fin de la clôture des candidatures, je ferai un effort pour venir à Kinshasa, ici, sur ces plateaux, pour vous dire, je vous avais dit quoi, il n'y aura pas deux candidats, un de la majorité et un de l'opposition. Non. Il y aura un candidat de la majorité et 8-9 candidats de l'opposition. Félix Tshisekedi était très clair à Sainte-Thérèse quand il répondait à cette question de la candidature. L'UDPS ne s'est pas battu plus de 30 ans pour laisser sa place. Oui, c'est vraiment un combat normal. Parce que le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. C'est-à-dire l'UDPS en tant que parti politique, c'est vrai, il a toujours... l'UDPS, quand on veut accoster, ou quand on veut arriver, ou quand on veut atterrir, l'UDPS toujours crée un problème pour ne pas se représenter. Vous allez vous rappeler, en 2005, après le référendum, en 2006, Étienne Tshisekedi avait même refusé à ses militants de s'enrôler. Bon, je ne vais pas parler des gens qui ne sont plus. Ils avaient appelé au boycott. Au boycott. L'UDPS avait refusé aux militants de s'enrôler. C'était en 2006. En 2011, il n'y a pas eu
une candidature à l'opposition. C'est pour vous dire que, c'est-à-dire, ils sont en train c'est-à-dire, ils sont en train de tenter pour que la majorité puisse donner sa candidature, mais la majorité donnera sa candidature au moment opportun. C'est inutile que je pose la question, c'est qui le candidat de la majorité? Parce que, quoi qu'il en soit, vous n'y répondez jamais, vous de la majorité. Non, c'est une question tabou. Non, ce n'est pas ça. Madame, un papa, un père de famille, qui appelle sa femme et ses 5 enfants, qui dit à ses enfants, le jour où je ne serai plus là, c'est le 3e enfant qui va occuper ma place. J'espère que le 3e enfant va mourir même avant son père. C'est une stratégie de la majorité. C'est ça qu'on voit la sagesse du président de la République. Pour annoncer la candidature, il y a beaucoup de paramètres. Ce n'est pas facile d'annoncer la candidature, surtout dans notre pays. Et il faut annoncer la candidature de quelqu'un au moment opportun. Il ne faut pas être pressé. Même un jour avant la clôture des dépôts de candidature. Parce qu'il ne faut pas donner le nom du candidat pour que les autres se préparent en fonction du candidat là. Mieux vaut que les autres se préparent en fonction du candidat Patrick. Apparemment, c'est M. Patrick qui serait candidat président de la République. Non, ce n'est pas M. Patrick. Demain, ils se réveillent, ils se disent, non, apparemment, c'est elle. Non, ça, c'est une stratégie de la majorité. Et une très bonne stratégie de la majorité. Au moment venu, au moins qu'on attende, à la fin du dépôt de candidature, la date limite du dépôt de candidature, et que la majorité ne présentait pas une candidature ou un candidat, là, ça serait autre chose. L'autre explication, selon des journaux parus cette semaine notamment, c'est que à la majorité, on cherche des astuces pour que Joseph Kabila se représente encore. Non, il faut pas dire qu'on recherche des astuces parce que ce qui est vrai, la Constitution aujourd'hui permet les référendums. C'est les référendums est constitutionnel, ça c'est de 1. De 2, il vous souviendra après l'accord global et inclusif signé en 2002 à Sun City plutôt, on a dit que la transition avait une période de 24 mois, qu'on pouvait ajouter 6 mois renouvelables une fois. Et on était dans la gestion de 1+4, c'est-à-dire un gouvernement de coalition. Le président de la République respecte la Constitution. La Constitution, on peut la comprendre comme la Bible. La même Bible, je vous donne, il y a des gens qui se disent aujourd'hui enfants de Dieu. Il y a d'autres qui disent que porter un pantalon, ce n'est pas... Un chrétien ne peut pas porter... Une femme chrétienne ne peut pas porter un pantalon. D'autres disent non, une femme chrétienne peut porter un pantalon. Dans d'autres églises qui prient Dieu sincèrement, ils vous disent que non, chaque sœur, chaque jeune fille doit porter l'écharpe. Se couvrir la tête. Se couvrir la tête. D'autres disent non, ça n'a pas d'importance. Mais tous deux prient Dieu. Mais le chef de l'État, lui, respecte toujours la Constitution. Il a fait en 2006, en 2011, il y a élection, et là, il va respecter la Constitution. Et le jour où il y aura élection, la majorité aura sa candidature, et le chef d'État va respecter la Constitution. Il ne va pas violer la Constitution. Tout acte qu'il posera, il le posera en fonction du respect de la Constitution. Au sein de votre famille, il y a tout de même des gens qui ont envie que Kabila se représente. C'est ceux-là qui parlent de plus en plus du référendum, quoique ce référendum est suspendu d'après les accords de la Saint-Sylvestre. Bon, il ne faut pas dire que, madame, que dans la famille politique du chef de l'État, il y a des gens qui veulent que la candidature du chef de l'État. Non, il faut dire le peuple congolais, c'est qui est vrai. On a encore soif du chef de l'État. Vous avez fait un sondage? Oui. Non, les sondages, ça veut dire, c'est par les élections de 2011. Personne ne peut se dire populaire aujourd'hui. Je suis scientifique. Ceux qui sont populaires sont les gens de la majorité parce qu'ils ont gagné les élections de 2011. Qui dit un parti qui est fort, c'est un parti qui gagne beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Et le grand parti aujourd'hui, c'est le PPRD qui est le grand parti. Parce que le PPRD a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Au moins qu'on me donne une autre théorie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je peux faire un meeting. Une soixantaine. Aujourd'hui, je peux faire un meeting. Une soixantaine de députés. Même c'est 3 députés, mais c'est la majorité. C'est-à-dire c'est le parti qui a le plus grand nombre. Je peux faire un meeting aujourd'hui. Je peux faire 10 000 personnes. Vous allez faire 10 000 personnes. Demain, après 10 000. C'est-à-dire on peut faire 10 000 personnes. Mais le jour des élections, le président de la République ou la majorité a un discours. Par rapport à d'autres partis. J'aurais bien voulu que mon co-débatteur
le parti, c'est leur plateforme là. Ensemble pour le changement. Oui, Il oui, est du oui. MSR, Oui, Jean-Paul oui, Kazamba. j'espère que ça sera la dernière plateforme. Ensemble pour le changement, ça ne va pas changer de nom. En fait, j'aurais bien voulu qu'il Est-ce vienne. que quelqu'un peut nous donner des nouvelles de Jean-Paul Kazamba? J'aurais bien voulu qu'il vienne. Il est où, à la réception, au maquillage? J'aurais bien voulu qu'il vienne parce que je sais que c'est quelqu'un de la majorité qui va prendre la présidence. Et juste après lui, il y aura quelqu'un peut-être de l'IDPS, on peut comprendre. Pas les gens de l'ensemble pour le changement. Parce qu'ils ont géré ces pays, ils ont géré du côté du chef de l'État et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, le peuple congolais est vigilant. Vous dites que le peuple congolais, hein, j'emprunte vos mots, veut que Joseph Kabila revienne. Pourquoi? Non, pourquoi ils auraient envie qu'il revienne? Je l'ai dit que le peuple congolais a encore soif au chef de l'État. La Constitution dit ceci. Le président de la République, élu pour un mandat de 5 ans. Et son mandat prend fin les jours d'installation ou d'élection d'un nouveau président élu. C'est-à-dire quoi? Tant qu'il n'y a pas élection, le chef de l'État reste en fonction. Maintenant, l'hypothèse, aujourd'hui, vous avez parlé des journaux. Ça, c'est votre interprétation? Non. Les autres... S'il vous plaît, c'est ce que j'ai dit. Les autres ne le comprennent pas comme ça. Non, pas le comprendre. Ça veut dire quoi? En 2000, je peux dire mutatis mutandis. En 2000, l'accord global inclusif a dit ceci. La transition a une période de 24 mois, point. En cas de problème lié à l'organisation technique des élections, on peut prolonger de 6 mois renouvelables une fois. Mais on a fait en 2005, je me rappelle, le 30 juin, l'UDPS avait dit le 30 juin 2005, 1 plus 4 égale 0. Mais on n'a pas organisé les élections le 30 juin 2005. On a organisé les élections une année après, en 2006, tout en respectant l'accord. Maintenant, aujourd'hui, quand aujourd'hui les chercheurs pensent, estiment que le chef de l'État élu en 2006 est différent du chef de l'État élu en 2011, c'est une pensée. C'est une pensée. Maintenant, il faut réfléchir. Il ne faut pas d'emblée dire non ou dire oui. Lui, c'est-à-dire, on pense aujourd'hui, peut-être moi je peux lui donner 45% aujourd'hui, demain peut-être 70%. C'est-à-dire le chef de l'État qui a été élu. Je suis scientifique, je suis politique de formation. La manière dont on a élu le chef de l'État en 2006, ce n'est pas de la même manière qu'on a élu le président de la République en 2011. En 2006, c'était majorité absolue. À 2 tours. À 2 tours, absolue. Ça veut dire qu'il pouvait passer même le premier tour. Mais je parle de la majorité absolue, c'est-à-dire s'il n'y a pas un candidat qui obtient 50% de voix plus une voix, on va au second tour. Mais en 2011, c'est la majorité simple à un tour. Maintenant, c'est un chercheur qui émet un avis. Maintenant, à nous ou à certains qui vont refuser d'argumenter. C'est ça le monde scientifique. On ne peut pas dire d'emblée oui ou d'emblée on peut dire non. J'ai dit que le chef d'État et la population congolaise a encore soif du chef d'État par les actions que le chef de l'État est en train de mener dans notre pays. Beaucoup d'actions, s'il faut les citer, peut-être on peut, beaucoup d'actions que le chef de l'État est en train de mener et la population a encore confiance en lui. Et en plus, le chef d'État, il est encore trop jeune. Il est encore trop jeune en termes d'âge. Il a la force, il a l'amour de la patrie et il dirige. Mais au moment opportun, la majorité va donner sa candidature ou son candidat. À ce stade de l'émission, ça aurait été utile que Jean-Paul Kazamba soit sur ce plateau pour répliquer à Patrick Nawezi. On avait tous rendez-vous sur ce plateau à la même heure. Mais bon, nous les gens, on respecte le temps. C'est dommage qu'il soit en retard. Ne soyez pas désagréable avec lui. Non, ce n'est pas désagréable. C'est-à-dire la population qui nous suit, quelqu'un de Colosie, a au moins respecté le temps. Et quelqu'un de Kinshasa. Bon, en fait, je l'ai eu au téléphone, il a dit qu'il arrivait dans un moment. Oui, on comprend comment on va gérer ces pays comment ils vont gérer ces pays. Merci, madame. Il viendra répondre à tout ça. Moi, je ne joins pas dans cette polémique. Ouais. Parlons du Lualaba. Le gouverneur Richard Mouyej était devant le Conseil économique et social. Il a dit que le Lualaba est un modèle à suivre. C'est une sorte d'autosatisfaction. Est-ce que c'est justifié? Oui, c'est justifié par plusieurs faits. D'abord, le Lualaba a une chance particulière par rapport à toutes les provinces d'avoir un gouverneur qui était co-acteur ou co-artisan du découpage, qui était auparavant ministre de l'Intérieur. Ça, c'est une chance particulière. C'est lui qui était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, le chef de l'État, après le découpage, a estimé que lui, qui était ministre de l'Intérieur, lui qui s'est battu pour que la loi passe, que lui-là puisse aller gérer, qu'il soit un exemple.
Et il vient de prouver à la face du monde, non seulement dans la province du Lualaba ou en RDC, mais à la face du monde, qu'il est un gouverneur parfait, un gouverneur moderne. J'y vais. C'est-à-dire, quand il est arrivé au pouvoir, les anciennes, c'est pour ça que j'aurais bien voulu que mon co-débatteur soit là, les anciennes provinces avaient comme rôle de préparer les infrastructures pouvant accueillir de nouvelles provinces. C'est-à-dire quoi? Je parle du Katanga. La province du Katanga, le gouvernement de la province du Katanga, avait comme objectif de préparer les infrastructures de la province du Lualaba à Kolwezi, les infrastructures de la province du Olomami à Kamina et les infrastructures de la province du Tanganyika à Kademi. Où voulez-vous en venir? Mais quand le gouverneur Mouyej est arrivé à Kolwezi, il n'y avait même pas une infrastructure pouvant accueillir, je dis bien, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas, même pas un petit bureau pouvant accueillir le gouverneur. C'est ce qu'il a révolté. Les bâtiments administratifs. C'est ce qu'il a révolté. Kolwezi, avec tous les minéraux qui sortaient de la ville de Kolwezi, avec tous les minings qui étaient à Kolwezi, même pas un bâtiment administratif pouvant abriter le gouvernorat. Et le gouverneur a fait quelques mois à l'hôtel. Il fallait louer des chambres de l'hôtel, il fallait louer un petit restaurant de l'hôtel comme gouvernorat. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a trouvé un bâtiment qu'on a reconstruit, retapé, qui est un gouvernorat. Et un autre gouvernorat en chantier. Mais le gouverneur, il a pensé à l'homme. Le gouverneur Mouyej. Il a dit, l'homme est au centre du développement. Et l'homme là doit être bien instruit et il doit être en bonne santé. Raison pour laquelle, au Lualaba, par les mécanismes que le gouverneur a mis en place, le Lualaba, il y a le lauréat de la RDC, examen d'État 2016-2017, il est du Lualaba. Il a fait combien de pourcentage? 100% moins 4. 98%. Pourquoi? Le gouverneur, quand il est arrivé, il a dit ceci, tous ceux-là qui seront les lauréats, tous ceux-là qui vont obtenir beaucoup de pourcentages à l'examen d'État, je leur donnerai des bourses. Voici les systèmes éducatifs dans notre pays. Ça stimulait la jeunesse. Non seulement l'année passée, mais cette année... Qu'est-ce qu'il est devenu, ce surdoué? Non, c'est surdoué, il va voyager, il a une bourse qu'il va voyager. C'est-à-dire, mais cette année, il y aura 4 bourses. Il y a 4 élèves. Maintenant, cette année, 2 filles, 2 de meilleures filles, 2 de meilleurs garçons, 4 qui vont aller étudier en Inde, qui auront des bourses. Les gens qui vont... C'est-à-dire, il y a cet engouement-là. Je vais donner un autre exemple, si vous permettez. Aujourd'hui, au Lualaba, il n'y a pas 2 mois, on a organisé un concours. La première province à pouvoir organiser un concours de la dictée. Un concours de l'orthographe. La première province. Ça a déjà eu lieu ici à Kinshasa. Non, j'ai dit la première province. C'est-à-dire qu'il y a des compétences concurrentes entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Je ne parle pas organisé par le ministère de l'EPSP. Je parle organisé par le gouvernorat de province. Et cette année, là-bas, on a primé une élève de 6e qui était lauréate à l'école primaire. L'élève là, non seulement on lui a donné 2500 $ comme prime, mais l'élève là aura droit à, pendant la période des vacances, elle ira, c'est une fille avec ses parents à Pékin. Vous savez pourquoi? Pour stimuler la jeunesse. Regardez les systèmes éducatifs dans notre pays. Quelqu'un d'autre ne peut ou ne pas comprendre, mais on veut que l'homme congolais, l'homme lualabé, l'homme vivant au Lualaba soit instruit. Sans citer la prise en charge des enseignants, la prise en charge en termes de primes, les charges horaires des enseignants visiteurs dans les institutions publiques du Lualaba. Ça, c'est dans le cadre de l'éducation. Mais dans le cadre de la santé, peut-être, avec votre permission, on en parlera plus tard. Mais et je vous informe. Mais Kolwezi n'est pas le Lualaba. Hein. Non, je parle du Lualaba. Je ne parle pas de Kolwezi, je parle du Lualaba. Le gouverneur, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a fait en termes d'enseignement, parmi les premières choses qu'il a fait, vous savez ce qu'il a fait? Il a doté toutes les écoles du Lualaba, les manuels. Les écoles du Lualaba n'avaient même pas de manuels scolaires. Non seulement on a doté les écoles du Lualaba des manuels scolaires, on a passé par la remise à niveau de l'enseignant. Et aujourd'hui, je vous informe, le Lualaba attend impatiemment le chef de l'État. Le chef de l'État va inaugurer la première école publique de la République démocratique du Congo. C'est l'Athénée Ewabora qui sera inaugurée, qui est déjà fin prêt. L'école là, je vous dis, en termes d'infrastructures publiques, l'école là, il n'y en a pas 2 en RDC. L'école là est fin prêt,
il reste que l'inauguration. C'est-à-dire, voici... Vous oubliez ce que Matata Pogno a fait au Maniema. Non, s'il vous plaît, madame, je parle de... Voici la force de notre gouverneur. Je ne parle pas des actions privées faites par le gouverneur. C'est un homme, il a sa famille, il a des enfants. J'ai dit, quand il est arrivé au pouvoir, il a regardé une école de l'État qui a été incendiée. J'aurais bien voulu que mon co-débatteur soit là. Qui a été incendiée à l'époque. Vous en faites pas, il va arriver. Qui a été incendiée. Enfin, je croise les doigts. L'école là, il a été incendié. Elle a été incendiée à l'époque parce qu'il y avait mauvais résultats. Les élèves ont détruit cette école-là. Depuis 3 ans, 4 ans après, il a fallu attendre que le gouverneur soit là pour, n'est-ce pas, pour essayer de reconstruire cette école. C'est-à-dire, non seulement ça, je parle de... Il a vu l'école publique, il a vu aussi l'hôpital public. L'hôpital de Mwangeji à Kolwezi, il y a 2 ans, il y a 5 ans, quand nos amis, je suis fier que mon co-débatteur soit là, quand nos amis dirigeaient encore le Katanga, je vous dis qu'à Kolwezi, il faut avoir honte de dire à un ami que j'ai mon frère qui est logé, qui est hospitalisé à Mwangeji. C'est-à-dire, je parle que de l'enseignement à Kolwezi, mais dans une autre émission, on peut parler sur toute l'étendue du là-bas. Et non seulement ça. Je vais terminer pour que mon modérateur puisse peut-être, s'il vous plaît, à Louboudi. Louboudi a fait 5 ans sans courant. Sans courant. Avant le découpage, les territoires de Louboudi. À Louboudi, 5 ans sans courant. Il fallait attendre que le gouverneur soit là. Aujourd'hui, je vous dis, madame, à Louboudi, il y a du courant. À part Louboudi, il y a d'autres territoires. Hein, Non, je vous dis, nous sommes fiers. Nous sommes fiers quand on cite ça. Quand on dit, à part ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Nous sommes fiers. Mais il y a 4 ans, on ne le disait pas. Il y a 4 ans, on ne savait même pas où allait l'argent qu'on payait. Mais aujourd'hui, la population de Kolwezi, chaque semaine, c'est au moins. S'il y a même un appui d'une entreprise minière, la population de Kolwezi sait au moins que le gouverneur informe la population de Kolwezi, la population du là-bas, que voici, on a eu un appui de $200 000 avec telle entreprise, voici la manière dont on va répartir ces $200 000. C'est-à-dire, il y a 3-4 ans, on ne les savait pas. Merci beaucoup Merci, madame. pour cet état des lieux général de tout ce que vous défendez comme bilan de votre gouverneur au Lualaba. Jean-Paul Kazamba, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé cette émission. Par la pluie, madame. Désolé. Abondamment côté triangle. Ceux qui nous suivent comprendront. Alors, on a commencé par cette candidature commune de l'opposition. Est-elle toujours possible? Parce qu'il y a des intentions parmi les autres opposants. Et ceux qui se disent candidats président à l'opposition restent alliés de l'UDPS. C'est quand même étrange, ou c'est une façon pour eux de se faire aimer des Quinois? Non, madame, à l'opposition, au moment opportun, nous aurons une candidature unique. Et sincèrement, c'est Moïse Katumbi Tchiapo qui serait le candidat de l'opposition. Donc ça, c'est un début, ça c'est la démocratie, mais je crois qu'au moment opportun, nous allons avoir une seule candidature au niveau des présidentielles. Ça, croyez-moi. Vous êtes d'ensemble pour le changement. C'est normal que vous souteniez la candidature de Moïse Katumbi. Mais quand Félix Tshisekedi à Sainte-Thérèse lors du meeting dit que l'UDPS ne s'est pas battu plus de 30 ans pour laisser sa place? Félix Tshisekedi, que je respecte tant, n'a jamais dit qu'il serait candidat président de la République. C'est vrai, en tant que président de l'UDPS, il y a des combattants derrière lui qui lui disent qu'il doit présenter sa candidature. Cela va de soi. Mais au fort de lui-même, Félix sait que nous avons un seul candidat, c'est Moïse Katumbi Tchiapo. Au moment opportun, madame, je peux vous prendre à témoin. Même les patriarches Tshisekedi n'ont jamais songé un seul jour que Félix puisse être candidat de l'UDPS ou de l'opposition. Même la rencontre de Genval, les retombées de cette rencontre étaient voir comment les jours J, qu'on puisse avoir un seul candidat à la personne de Moïse Katumbi Tchiapo. Donc d'après vous, Félix Tshisekedi ne sera pas candidat? Il ne sera pas candidat. Au moment opportun, il va désister à ça. Mais évidemment, il a un parti politique, il y a des militants, des combattants qui veulent quand même qu'il soit candidat. Ça, c'est démocratique. Mais à temps opportun, on va réunir une seule candidature à la personne de Moïse. À l'UDPS, sur ce même plateau, quand les cas des combattants viennent, ils disent entre les lignes qu'à l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi ou rien.
Je peux vous rassurer. Comme ce fut à l'époque, Étienne Tshisekedi ou rien. Je peux vous rassurer, madame, Félix Tshisekedi n'a aucun problème avec Moïse Katumbi et à temps opportun, ils vont s'entendre pour avoir qu'une seule candidature. Ça, croyez-moi. L'opinion s'est posé la question de savoir pourquoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'opinion s'est posé la question de savoir pourquoi Félix Tshisekedi n'était pas, par exemple, en Afrique du Sud à la naissance d'Ensemble pour le changement. Non. L'Ensemble pour le changement est une plateforme électorale. Félix Tshisekedi est président de l'IDPS. À l'IDPS, pour eux, ils veulent que leur candidat soit Félix Tshisekedi. Cela va de soi. L'ensemble ne fait pas partie du rassemblement. L'ensemble est une plateforme électorale qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Comme l'IDPS peut avoir sa candidature à la personne de Félix Tshisekedi. Mais je vous dis qu'au moment opportun, on va réunir qu'une seule candidature. Madame F. Bazaïba l'a dit aussi à un moment donné, qu'à l'opposition, on aura un seul candidat. On n'aura pas deux ou trois. Ça, vraiment, on n'a pas à dire là-dessus. Quand on regarde les démêlés judiciaires de Moïse Katumbi, on se dit qu'il n'y a presque plus de doute. Il est disqualifié. Madame, ça c'est une parodie de justice. Et ce n'est pas... D'ailleurs, c'est encore avantageux que Moïse revienne et qu'il puisse se présenter à la justice. Quand on dit que, par exemple, quelqu'un a détourné des maisons, qu'il a fait l'estollonnat, quand on dit, par exemple, quelqu'un garde des mercenaires quelque part, c'est une occasion qu'il revienne au pays et qu'il soit mis à la disposition de la justice. Le problème ici, c'est que Moïse Katumbi revienne en homme libre et qu'il soit jugé. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire qu'il ne vienne pas? Si on vient, on l'arrête. Le problème, ce n'est pas d'arrêter. Le problème est qu'il revienne d'abord et qu'on les mette à la disposition de la justice. Parce que déjà là, quand on était à la Sénéco avait mis une commission qui a trouvé qu'il n'y avait aucun grief à l'encontre de Moïse Katumbi Tchabo. Aujourd'hui, c'est que nous voulons qu'il rentre en homme libre, mais que la justice continue son bon nombre de chemins. Si quelqu'un a fait l'estollonnat, par exemple, si quelqu'un a porté atteinte à la sécurité, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le juger et l'arrêter. Mais il faut l'expliquer, il faut dire qu'il ne revienne pas si on l'arrête. Ça veut dire quoi tout ça, madame? C'est ça le vrai problème. Personne ne dit que Katumbi est hors la loi. Mais nous voulons qu'il rentre en homme libre. Les évêques avaient dénoncé à l'époque un procès politique. Mais c'est ça, c'est là où les bas blessent, madame. Vous savez qu'aujourd'hui, nous tous, nous souhaitons quand même qu'il y ait élection. On parle d'une élection inclusive. Comment on peut parler d'une élection inclusive si on voit d'autres croupistes? Il y a d'autres qui sont en train de croupir en prison alors qu'ils sont quand même des leaders de taille qu'il ne faut pas ignorer, comme Moïse Katumbi Tchabo et comme Franck Dion. Ce sont des leaders de taille. Alors on peut aller dans une élection qu'on appelle inclusive en écartant les autres, madame. C'est ça le vrai problème. Là-bas, on répond que la décrispation, c'est un processus et c'est au cas par cas. Mais c'est vrai, c'est cas par cas, mais il y a aussi ce qu'on appelait des cas emblématiques. C'est-à-dire ce qui ferait montre quand même qu'il y a la bonne volonté du gouvernement de décrisper la situation. On a parlé, il y a des noms qu'on avait cités pour ça, pour qu'on puisse parler de certains individus. Non, mais il y a des noms que la Sénéco, dans l'accord du dialogue, on a parlé de cas emblématiques. C'est-à-dire que des gens qu'on doit voir le gouvernement libérer pour montrer sa bonne foi. C'est ça le vrai problème. Alors, Patrick Nawezi est du Lualaba. Il y enseigne à l'université de Kolwezi et il a parlé quasiment pendant 20 minutes pendant que vous n'étiez pas là. C'est pour ça que je vous ai laissé longuement parler pour des raisons d'équilibre de temps de parole. Alors, on va passer peut-être à cette question. Au Lualaba, l'opposition, est-ce qu'elle est libre de ses mots ou elle est muselée? Parce que j'y étais avec quelques confrères il n'y a pas longtemps. L'opposition là-bas, elle est morte, entre guillemets. Est-ce qu'elle est muselée? Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que vous avez fait de l'opposition là-bas? Si vous me permettez, je mets un peu... Il y a des points de vérité, madame. Bon, nous sommes, ce qu'on dit, Bambokatier. Nous venons de l'intérieur, comme les Chinois disent. Peut-être, vous nous avez montré, les chaînes de Kinshasa nous ont donné l'information qu'il fallait. Félix Tshisekedi a dit, on m'a nommé président, on m'a élu président de l'UDPS pour être candidat président à l'UDPS. S'il vous plaît, il a dit, vous êtes journaliste, je voudrais que vous confirmez si réellement Félix Tshisekedi l'a dit ou pas, parce que mon co-débatteur vient de dire que Félix Tshisekedi ne l'a jamais dit. Les deux, je ne vais pas entrer dans la candidature unique ou quoi, mais tout celui qui va
postuler doit être congolais. Et qui est congolais? Il y a les Congolais d'origine, il y a les Congolais par naturalisation, où on peut dire ça. Mais la constitution de notre pays dit ceci: pour postuler, il faut être Congolais d'origine. Et la nationalité congolaise est une et exclusive. Nous rentrons au Lualaba, comme on venait de le dire. Les opposants au Lualaba, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, de quelques cadres opposants. Vous allez vous opposer à quoi? C'est ça le problème. La population du Lualaba. Vous allez convaincre comment la population du Lualaba? La population du Lualaba voit les représentants du chef de l'État au Lualaba en train de travailler, en train de consulter même cette opposition. Vous, quel est le langage que vous aurez? Parce que pour demander aux gens, ou bien pour convaincre la population du Lualaba, il faut passer la télévision pour leur dire demain on va marcher parce que le pouvoir à Kinshasa ne fonctionne pas, ne travaille pas bien. Et on va vous répondre comment que le pouvoir à Kinshasa, les représentants du pouvoir de Kinshasa, c'est le gouverneur de la province, son excellence Moïse Manguez-Mons. Et la première raison d'abord, le gouvernement provincial, sous la houlette du gouverneur, est en train de travailler jour et nuit pour développer la province. C'est pour ça l'opposition, on n'a jamais inquiété l'opposition. La deuxième raison, c'est les dialogues. Les dialogues instaurés par le gouverneur de la province. Chaque fois, s'il y a un problème, que ce soit du côté de la majorité ou de l'opposition, le gouverneur reçoit l'opposition. Et il y a 2 semaines, il a reçu un grand parti de l'opposition, un grand parti de l'ensemble, pour parler avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue permanent, raison pour laquelle, heureusement, au Lualaba, il y a des opposants intellectuels qui comprennent. Des opposants comprennent qu'on ne peut pas faire tout ce qui se passe à Kin, parce que nous, on ne vit pas à Kin, on ne connaît pas les réalités de la vie de Kinshasa, on ne connaît pas les motivations de la population vivant à Kinshasa. La population vivant à Kinshasa, là où les députés de l'opposition sont majoritaires dans l'Assemblée provinciale, c'est la population de Kinshasa. Maintenant, au Lualaba, l'opposition n'est pas frustrée, sinon vous aurez dû entendre que le monde d'aujourd'hui a déjà évolué. Aucun jour, on a lésé l'opposition du Lualaba. On la respecte. Jean-Paul Kazamba, l'opposition au Lualaba... Je voulais dire d'abord, madame, une chose qu'en fait, ce qu'aujourd'hui l'ensemble fait, c'est les retraits de prise de mandat de corps. Que Katumbi revienne en homme libre et que la justice continue son bonhomme de chemin. Madame, je peux vous rassurer. Il a évoqué la question de la nationalité qu'on lui reproche. Moïse Katumbi est un Congolais qui ne sort pas d'ordinaire comme moi et toi. Et cela a été démontré par des chefs traditionnels katangais. Ça, ce sont les gardiens des temples katangais. Ils ne sont pas de n'importe qui ont dit ça. Il est un des descendants des rois en Syrie, très puissants au Katanga et très respectés jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on détient d'autres passeports, quand un Congolais détient d'autres passeports. Mais madame, ça c'est un problème. Moi, je crois qu'il a à manger, à boire. Ils sont au nombre de combien ceux qui ont 2, 3, 4 et 10 nationalités. Aussi, au sein du gouvernement. Il y a eu même des ambassadeurs qui ont été réquisés leur accréditation en Belgique pour avoir été un sujet belge. Ouais. Il y en a combien qui sont là? C'est pour ça que je vous dis, madame, tout ça, c'est une parodie de justice. C'est une façon d'exclure un compatriote d'une élection. C'est ça le vrai problème. Ils sont au nombre de combien? Il y en a combien de ministres qui en ont 3, 4, des députés, des ADG. N'en parlons pas. Pourquoi on ne peut pas ouvrir? Mais si le PGR doit ouvrir une information judiciaire, il doit le faire pour tout le monde. Comment il peut le faire pour qu'une seule personne? Est-ce que dans l'article 10 de la Constitution, qui parle de la double nationalité, ne parle que de Moïse Katumbi? Alors que cet article parle même des mécaniciens, même des tailleurs, même des journalistes. Il ne parle pas seulement de Moïse Katumbi. Mais pourquoi doit-il y avoir cet acharnement pour une seule personne? Alors qu'ils sont les gens, ceux qui détiennent cette double ou cette triple nationalité. Ça sera un véritable raz-de-marée, hein, si jamais il faut qu'on soulève la question pour tout le monde. Alors là, il faut tourner, il faut fixer les yeux sur une seule personne, pas les autres. C'est là que nous parlons que c'est une justice à 2 vitesses. Parce qu'ils sont au nombre de combien? Vous savez qu'il y a eu des gens que leurs accréditations ont été réquisées dans des pays, en Belgique par exemple, mais qui sont aujourd'hui, pareil, ambassadeurs dans d'autres pays limitrophes aussi. Et il y a double nationalité. Pourquoi ne doit-on pas ouvrir une information judiciaire à l'encontre de tous ces Congolais qui détiennent les doubles nationalités, que pour une seule personne? Ou lever cette restriction? Moi, je crois, madame, ou lever cette restriction. Moi, je suis navré. Faire comme d'autres nations, d'autres pays, qu'on peut avoir 2, 3 nationalités.
Non, c'est ça. Ce problème, c'est que nous tous, nous voulons que si on doit... Le chef de l'État l'a dit quand il recevait les députés à Kingakati, qu'en tout cas, il s'est montré défenseur de la Constitution à ce qui concerne la double nationalité. Moi, ça m'a fait très mal au cœur, madame. Pourquoi? Je crois que le chef de l'État est défenseur de toute la Constitution, de tous les articles de la Constitution. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une interdiction des manifestations publiques, alors qu'il y a un article 27 que le chef de l'État est censé aussi défendre. Vous avez l'article 70 de la Constitution qui dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans, une fois renouvelable, qu'il est censé aussi défendre. Mais comment aujourd'hui on dirait que cet article 10 n'a jamais existé dans la Constitution? C'est un article qui vient de naître à peine et qui s'improvise en défenseur d'un seul article, mais pas pour les autres. Alors, cette opposition là-bas, elle n'est pas aussi imposante, aussi critique, aussi virulente qu'à Kinshasa ou ailleurs. Hein. Que se passe-t-il avec l'opposition là-bas? Madame, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous voulons, on ne peut pas aller aux élections lorsque l'opposition est muselée. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait pas tenir des meetings, on ne sait pas tenir des réunions politiques. Jusqu'aujourd'hui, les manifestations sont interdites. Félix Tshisekedi était à Sainte-Thérèse. L'article 27 parle d'un régime d'information et non d'autorisation. Mais aujourd'hui, on ne sait pas marcher. Lorsqu'on marche, on vous tire à balles réelles. Comment on peut aller à des élections à de telles conditions, avec de telles insécurités? Quand mon frère parle de Moïse Katumbi, par exemple, au Katanga, qui n'a rien fait, moi je suis navré. Je crois que c'est la majorité présente qui à un moment donné avait plébiscité Moïse comme étant le meilleur gouverneur que la RDC n'a jamais connu depuis son accession à l'indépendance. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui il est un homme à battre, alors qu'ils l'ont plébiscité meilleur gouverneur? C'est le député aussi qui a eu plus de voix que tous les autres députés du Congo démocratique. Mais aujourd'hui, parce qu'il a l'opposition, c'est là où il devient un homme à battre. C'est là où il faut tout oublier de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce que nous voulons, madame, vous savez, cela est arrivé aussi au crépuscule du régime de Mobutu. Quoi, ça? Mobutu, le 24 avril 90, malgré toutes les bêtises qu'il a commises dans ce pays, il a été visité par Christ le 24 novembre. On a vu Mobutu pleurer devant le public le 24 avril 1990. À vous, et moi, d'après vous, cette émotion, c'est parce qu'il avait été touché par la grâce. Non, oui, c'est vrai. Je crois que Christ leur aurait dit quelque chose, qu'il était temps pour toi d'abandonner la politique. Qu'il était temps pour toi de faire même du commerce, qu'après le président de la République, il y a encore la vie. C'est ça qu'il a fait, qu'il a pleuré. Et il a pris à coup sûr des décisions majeures, comme entre autres la convocation de la CNS. Mobutu s'est laissé vilipender à la CNS, insulté, alors qu'il était encore fort sans maladie. Mais malheureusement, madame, il s'est fait finalement entourer par des flatteurs, comme nous vivons aujourd'hui à Kin, par des flatteurs, qui l'ont dit. Vous savez que quand les AFDEL étaient à Kenge ici, il y a des gens qui apparaissent, qui s'improvisent aujourd'hui en kabilistes, qui étaient mobutistes, mais qui disaient en Mobutu que Kisanga ne tombera jamais. Ce sont ces mêmes gens qui reviennent aujourd'hui et qui disent à notre frère qu'en fait, Toton Dionante, tu es encore fort, tu es encore jeune. Kabila désire. Ce que Kabila fait pendant les 15 années au pouvoir, c'est vrai. Tout n'était pas rose, mais tout n'était pas aussi au rouge. Mais ce que nous voulons, c'est l'alternance au pouvoir, madame. Personne n'en veut. C'est que le peuple, c'est l'alternance. Le pays ne peut jamais avancer lorsqu'il n'y a pas alternance. L'alternance crée l'émulation. C'est-à-dire celui qui vient, il trouve que bon. L'autre, quand il était ici, il avait, par exemple, asphalté la route vers Matadi. Moi, comme je viens, je vais asphalter la route de Nanga ou de Bumbashi. Ça se passe comme ça. Cette émulation-là, c'est créé par l'alternance au pouvoir. Mais malheureusement, les compatriotes est entouré par des flatteurs qui veulent les faire croire que non, tu es encore de l'âge, tu es encore fort, tu veux partir pourquoi? Pour tout simplement. Et ceux qui disent ça, moi je crois qu'ils sont plus ennemis des chefs que nous autres. Parce que nous le disons tout haut, mais ils chuchotent parfois aussi. C'est que nous disons tout haut. Alors Patrick Nawezi. Bon, madame, en fait, je crois que... Ce sont les courtisans qui veulent que Joseph Kabila reste au pouvoir. S'il vous plaît, madame, je crois que la population congolaise doit être fixée. Peut-être on peut même reprogrammer notre émission. Que mon frère me dise ce que Moïse Katumbi a fait à Kolwezi. Je ne parle pas du là-bas. Je parle de la ville de Kolwezi. 8 ans durant,
Il y a eu des tonnes de minéraux qui quittaient le Lualaba. Qu'on ne se joue pas de la population, s'il vous plaît. À Kolwezi, aujourd'hui, on est en train d'asphalter des routes, même à la cité. Il y a les problèmes de l'eau, le courant, l'hôpital, les écoles. Qu'on ne se joue pas, s'il vous plaît, de la population. Je ne parle pas que Moïse n'a rien fait ou il a fait quelque chose. Je parle du Lualaba. Le Lualaba, c'est-à-dire là où il y a des gisements miniers. Moïse Katumbi a pris le pouvoir avant la crise financière internationale en 2007. C'était avant la crise financière internationale où tous les mining tournaient, s'il vous plaît. Et puis de deux, moi je n'ai pas dit que tel n'est pas congolais, tel est congolais. Si tu connais les gens qui ont de double nationalité, qui puissent dénoncer, qui puissent se plaindre, qui puissent porter plainte. Mais on ne peut pas accepter que quelqu'un, qui qu'il soit, qui a 2 passeports, 2 nationalités, la Constitution ne permet pas. Mais je comprends qu'il vient d'accepter que Moïse Katumbi a 2 nationalités. Il dit non, il n'est pas le seul. Waouh, il vient de confirmer. Non, je suis sérieux. Je pense qu'il est délégué par sa plateforme. Il a dit il n'est pas le seul. On vient voler chez moi, on attrape un voleur. Le voleur dit non, je ne suis pas le seul d'avoir volé sur cette avenue. Il y a d'autres personnes qui ont volé dans notre avenue. Je vais plus loin. Vous avez un neveu, un étranger dans votre maison. Un neveu, un enfant que vous avez ramassé. Non, par humilité, vous avez un neveu dans votre maison. Il vole l'argent. Vous l'appelez, vous êtes voleur. Il fait pipi, il faut arrêter. Et demain, il quitte la maison, il commence à dire comment la tante me faisait souffrir, que la tante se taise. C'est-à-dire, il faudrait qu'on réfléchisse sur un certain nombre de choses. L'alternance, elle est importante. L'opposition congolaise ne nous aide pas. Les vraies élections dans le monde entier commencent à la base. Nous, on a besoin des élections locales. Peut-être on en parlera. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez les grands présidents dans des pays, les présidents des grands pays au monde. Ils ne parlent pas de l'électricité, ils ne parlent pas de l'urbanisme, ils ne parlent pas. Ils ont déjà dépassé ces niveaux. Pourquoi? Quand on va élire un conseiller, un H20, quand on va élire un conseiller dans notre quartier, un frère, un voisin de la maison, le voisin là, il sera redevable chez moi. Raison pour laquelle, moi, je ne dis pas que Moïse Katumbi n'a rien fait. Je dis à Kolwezi, je ne parle pas du Lualaba, je dis à Kolwezi, 8 ans durant la gestion de Moïse Katumbi, je vous ai dit comment on a trouvé, comment le gouverneur Mouyej a trouvé la ville de Kolwezi. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter que quelqu'un, madame, s'il vous plaît, quelqu'un qui a 2 nationalités, si Moïse Katumbi... Oui, vous l'avez déjà dit. Oui, non, non. Si Moïse Katumbi a 2 nationalités, si moi, M. Patrick, j'ai 2 nationalités, je ne peux pas postuler. D'accord. Jean-Paul Kazamba, on va terminer, il nous reste 2 minutes. La machine à voter, comment vous l'avez accueillie? Ou peut-être Corneille Nangaa, selon lui, l'enrôlement des Congolais de l'étranger est techniquement difficile. Non, moi je voulais d'abord dire, madame, qu'en fait, aujourd'hui, je suis vraiment estomaqué, qu'en fait, qu'on puisse ouvrir une enquête, une information judiciaire à quelqu'un qui se trouve à l'étranger, qui n'est pas au boulot, qui ne travaille pas, alors que, non, le PGR est là pour chercher l'infraction. Non, parce que les frères me disent, les camarades me disent, permettez, madame. Moïse a demandé la maladie, madame. Les camarades me disent une chose. Moïse était malade. Il fallait, s'il y a des gens qui en ont 2 ou 3, que je les dénonce ici. Moi, ça, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est le travail du PGR, de chercher l'information, de chercher les infractions. Il y a ceux qui en ont 3, 4, qui sont aux affaires. Vous allez laisser ceux qui sont aux affaires, qui en ont 3, 4, pour aller chercher celui qui est dehors, qui ne travaille pas, qui est à l'opposition. Alors qu'il y a ceux qui travaillent, qui sont aux affaires, en ont 3 ou 4 et 5. Non, moi je crois que c'est une justice à 2 vitesses, madame. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on est en train de chercher à écarter les autres, à compétir dans cette question que tous on ne parlera pas de la machine à voter, il reste 1 minute. Le régime, ici, madame, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Les mandats du chef, c'est la seule institution où la Constitution s'est donnée du lix à donner la durée et les mandats. Mais il ne les donne pas au bourgmestre, il ne les donne pas aux députés. Raison pour laquelle nous demandons qu'on puisse commencer par l'élection du président de la République. Parce que c'est là où la Constitution est très regardante. La Constitution s'est donnée du lix à donner les mandats, la durée et le nombre de mandats. Qu'il ne donne pas aux députés ou aux bourgmestres. Il nous reste que 30 secondes. Pour la machine à voter, madame, vous savez que c'est une machine aujourd'hui. Tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un pouvoir qui veut nous mettre vers une pièce de théâtre de Pierre Corneille. Nous serons en face d'un choix cornélien qu'en fait, ils vont nous dire, bon, soit allons voter avec la machine à voter et ils vont remporter la victoire haut la main, ou bien non, si nous refusons, bon, il n'y a pas élection et ils continuent.
C'est ça leur problème. Qu'ils continuent au pouvoir ad vitam. C'est ça. Ils disent que sans machine à voter, on aura environ 40 millions de bulletins de vote. C'est pour ça que je vous dis, madame, que cette machine à voter est un piège. C'est un piège aujourd'hui pour les peuples congolais. Parce qu'aujourd'hui, refuser accepter la machine à voter, ça en fait permettre à la majorité de gagner ces élections haut la main. Ne pas l'accepter aussi, c'est qu'il y a encore un autre glissement qui arrive. C'est-à-dire qu'on est en train de nous amener lentement mais sûrement vers un choix cornélien. C'est ça, madame. Merci, madame. Vous allez comprendre que l'opposition congolaise n'est pas prête pour les élections. Parce que toutes les réunions qui se passent dans l'opposition, ce sont des déclarations politiques. Regardez la majorité. Je prends l'exemple du PPRD. Chaque jour, si vous regardez, comment le PPRD est en train de s'implanter. Je vais plus loin. Avec la machine à voter. Madame, en 2006, il n'y avait pas la machine à voter. Finalement, qu'on donne la présence à la CENI, la présence de la CENI, qu'on donne à qui? En 2011, il n'y a pas de machine à voter. Jean-Pierre Mema dénonce la corruption en 2011 et en 2006. En 2011, l'UDPS dénonce la corruption. Ça veut dire qu'on ne peut pas améliorer, on ne peut pas changer. Au moment où, après les élections de la machine à voter, les résultats arrivent directement, mais il y aura des bulletins de vote. Et la loi prévoit quoi? S'il y a contradiction entre les résultats de la machine et les résultats des bulletins de vote, on tient en compte des bulletins de vote. Tout ça, l'opposition, chers téléspectateurs, l'opposition prouve à suffisance qu'elle n'est pas prête pour les élections. Et elle est en train de mettre des bâtons dans les roues afin qu'il n'y ait pas élection. On a terminé. Patrick Naouézi était avec nous, analyste politique proche de la majorité présidentielle. Il vient de Kolwezi. Merci d'avoir fait le déplacement pour participer à un débriefing qu'il enseigne à l'université de Kolwezi. Jean-Paul Kazamba, il est du MSR de Pierre Lumbi, parce qu'il y a l'autre MSR. Non, il n'y a qu'un seul MSR. Ça, ce sont des choses que les personnes doivent monter de toutes pièces. Il est ensemble pour le changement, ça fait un moment. Ils le savent aussi qu'il n'y a qu'un seul MSR. Ça fait un moment qu'il demandait à venir passer dans cette émission pour vous parler. Merci beaucoup. La prochaine fois, il sera là à temps et il fera toutes les 45 minutes d'émission. Vous voulez bien qu'on termine par un selfie? C'est une tradition, on termine toujours par un selfie. On est sur quelle caméra? Merci beaucoup, à mercredi prochain. Merci.